Beaufort. Et selon vous, du coup, où se trouverait de nos jours l'avenir justement de la critique? Il y a forcément des gens intéressants, et puis justement, il y a des jeunes lecteurs qui vont la faire, cette critique-là. Mais ce qui est vrai, c'est que structurellement, je ne pense pas que les bras, les cerveaux et les cœurs manqueront pour faire ça. C'est aussi ce que dit Gauthier quand il parlait du jeune l'individu qui va à 17 ans prendre les cahiers et s'emparer de ça, ou peut-être qu'il les prendra dans quelques mois en gueulant, en disant qu'est-ce que c'est que le journalisme culturel, moi j'ai envie de critique, peut-être qu'il va la faire. C'est pas impossible, et il y a plein d'espaces qui peuvent se créer. Évidemment, il y a encore sur Internet. Après, moi, ça m'a toujours fait rire, Internet, parce que je trouve que c'est l'utilisation de la critique du cinéma sur Internet. Je ne connais pas bien non plus, hein, j'avoue, je dis rien en fait. Mais je trouve que j'ai pratiqué moi aussi, parce qu'avant j'ai aussi écrit sur des sites et tout, où c'est vrai que je suis toujours désolé de voir comment il n'y a aucune utilisation du média Internet tel qu'il est. Nous, on utilise 100 pages de papier par mois, donc on essaie de penser ça comme un tout. Mais quand je vois, parce que pendant ces dernières années, il y a toujours eu des débats genre critique de la critique de la critique, comme ça, ou des gens qui me disaient que la critique sur papier c'est ringard, c'est nul, alors que nous sur Internet c'est formidable. Et moi je l'ai fait comme eux, sur Internet, on prend une feuille Word, on écrit son texte, on l'envoie, on le publie, on met éventuellement une photo, c'est tout. Alors qu'il y a plein de choses à faire aussi avec ça. Je veux dire, nous ça nous aurait vachement excité si on avait eu un site Internet à disposition. Ça n'a pas été le cas, parce que bon, pour des raisons de choix du propriétaire qui n'a pas voulu mettre un centime là-dedans, mais il y a des choses géniales à faire avec les images, le son, avec le texte, il y a de quoi s'amuser. Je trouve que c'est assez fou comment c'est imaginaire, assez pauvre ça. Voilà, on fait des textes, on met une photo, des textes hyper longs, parfois en plus ils sont visibles, c'est hyper long. Je sais pas, mais il y a des choses à inventer. Mais après, ce qui est glaçant, c'est de voir qu'effectivement les espaces se réduisent et puis se concentrent aussi dans les mains des mêmes qui n'ont pas du tout envie de ça, qui ont au mieux envie du journalisme culturel. Alors bonjour. Pardon. Je vais juste finir sur le journalisme culturel. Bon, après, c'est un peu déprimant, parce qu'on dit du mal, mais juste, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de truc, effectivement, très cool, qui va avec quelque chose qui est complètement apolitique dans le journalisme culturel. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un défaut, même d'intérêt et d'éducation politique, qui fait que tout est plus ou moins cool, mais il y a une sorte de détachement vis-à-vis de tous les... D'ailleurs, c'est pas des... Enfin, c'est des objets, quoi. Et du coup, c'est cette semaine, on parle de ça, et une sorte de détachement un petit peu de second degré, qui passe un peu pour de l'humour un petit peu acide, piquant, et qui fait que finalement, si tout se vaut, on est aussi à peu près à toutes les compromissions. Et je pense qu'il y a quelque chose au cahier d'une sorte d'amour réel du cinéma, qui passe effectivement peut-être... Enfin, il y a une idée du cinéma, un amour et un sérieux qui va avec le fait qu'on peut du coup aussi être très énervé face à certains films, avoir envie de dire du mal, mais tout ça c'est par amour du cinéma et par respect aussi pour l'art. Et j'ai l'impression que dans le journalisme culturel, il n'y a pas du tout ça, il y a une sorte de culture un petit peu du « ah c'est rigolo, il y a ça, c'est un peu nul, ça c'est bien » et puis tout passe et au fond rien n'a vraiment d'importance. Et je pense que voilà, c'est aussi il y a peut-être, je sais pas, un sérieux et en même temps, ça n'empêche pas du tout qu'on soit drôle et enfin voilà, mais en tout cas, on prend quand même un petit peu au sérieux les œuvres d'art. Mais pourtant, parce que en fait depuis le début, j'entends beaucoup d'éloges et à juste titre. Mais pourquoi, avant votre geste, on entendait de moins en moins parler des cahiers? Déjà, on a peu de visibilité dans l'espace public. Là, par exemple, les repreneurs qui arrivent, la première chose qu'ils vont faire, c'est de l'affichage kiosque, vous verrez les cahiers partout. Quand on fait notre mois de février avec un entretien Scorsese exclusif qui est génial, il y aurait eu un affichage kiosque dans tout Paris, on nous aurait dit « Ah, on reparle des cahiers ». Donc c'est aussi simple que ça aussi, d'avoir de la visibilité. Et ensuite, au-delà, je ne sais pas quoi vous dire,
Si moi, je veux dire un truc, moi j'ai juste une petite expérience avec France Inter ou France Culture, même si ce n'est pas France, c'est France Culture, hein, où on m'a demandé, on m'a prié même d'aller parler d'un film à 7h du matin, et comme je suis un bon garçon, j'y suis allé. Et je l'avais prévenu, je lui ai dit, mais vous savez, j'aime pas ce film en fait. Il m'a dit, c'est pas grave, venez. Et donc j'y suis allé, et ça s'est très mal passé en fait, hein, parce que, je sais pas, peut-être les assistants avaient mal communiqué, mais en tout cas, je sais plus qui c'était, la fille qui faisait l'émission le matin, c'était l'été. Elle était estomaquée en fait que je dise du mal du film. Et elle était vraiment. Enfin, elle était presque violente en fait avec moi, et elle m'a pu donner la parole à partir du moment où elle a compris que j'aimais pas le film. Elle a pas du tout. Et après, elle a ironisé une fois l'émission terminée en me disant ah, ben donc quand les cahiers viennent. Non, elle l'a fait pendant l'émission. Elle m'a dit quand les cahiers viennent, donc, ils sont pas tendres. Hein. Et en fait, il y a une. Pourtant, c'est bizarre parce qu'il y a plein de. Enfin, moi, j'écoute plus du tout l'émission sur France Inter le dimanche soir. Ça s'appelle Le Masque et la Plume. Hein. Bon, où c'est supposé être violent. Mais j'étais surpris de voir combien, dans une émission de plateau comme ça, il était impossible en fait de dire du mal de manière relativement articulée d'un film. En fait, j'étais un peu surpris. Et je crois qu'il y a aussi ça comme problème en fait, c'est que cette violence-là, ce qui est une violence pour moi revigorante, c'est pas une violence, c'est pas, on n'écrit pas de manière violente sur les films pour se faire plaisir et pour se faire mousser. Ça, c'est horrible des gens qui écrivent comme ça. On écrit parce qu'on écrit du mal d'un film ou d'un type de film parce qu'on a une autre idée du cinéma ou on a disons, une haute idée du cinéma, même si ça peut sembler un peu prétentieux dit comme ça, et qu'on a envie de défendre cette idée-là. Donc parfois on défend des idées, une manière de voir le cinéma par la négative, en disant voilà, on n'aime pas ça, parce que précisément ça fait partie c'est antithétique avec ce qu'on a envie de défendre. Et dans cette émission j'ai compris ça en fait, j'ai compris qu'elle était clairement dans du journalisme culturel. D'ailleurs, il y avait un type à côté de moi aussi qui était invité, lui qui était très gentil, qui venait de l'animation, et évidemment, il a eu beaucoup plus à parole que moi. Mais voilà, je pense que le manque de visibilité, il tient aussi à ça. C'est que d'un certain point de vue, quand vous êtes un peu, disons, enfin, quand vous n'êtes pas gérable, quand vous n'êtes pas, quand on ne sait pas où on peut vous placer, ou si vous allez dire du bien ou du mal, on vous invite plus en fait. Et je me suis dit, clairement, de cette émission, je serai persona non grata, je ne serai plus jamais invité. Et l'absence de visibilité, à mon avis, il est aussi là, en fait, dans cette idée que, en fait, je crois qu'on était perçus par beaucoup comme des gens très violents, qui avaient des prises de position radicales, alors que j'ai jamais eu l'impression qu'on était radicaux, en fait. Enfin, pour moi, la question se pose même pas, je pense qu'on n'est ni radical, ni le contraire de radical, je pense que, voilà, on était juste des passionnés. Mais en fait, c'est de plus en plus difficile d'apparaître comme un passionné, en fait, j'ai l'impression. Peut-être c'est assez lié à ce dont on disait à propos du journalisme culturel, en fait. En tout cas, cette expérience m'avait vraiment marqué, quoi. Vraiment, elle était absolument choquée. Pour le coup, c'était un film de Spielberg, je peux vous le dire, hein, qu'en plus, qui est un cinéaste fétiche pour moi. Mais ce film-là, vraiment, c'était pas possible, quoi. Et pour elle, c'était inconcevable, en fait. Vraiment, elle comprenait pas, en fait. Vraiment, il y avait deux mondes, vraiment. Il y avait le sien et puis il y avait le nôtre, quoi. Un truc, parce que sur peut-être aussi une manière de reparler du journalisme culturel, mais quand Stéphane tout à l'heure disait, faisait allusion au numéro des Arocs qui vient de sortir là, qui waouh, enfin une contre-histoire féminine du cinéma et tout, donc ils ont sorti des noms qui sont tous, les trois quarts, ils ont dû les apprendre dans le numéro qu'on a fait il y a un an sur le même sujet, qui était 10 fois plus long, plus complet et plus, je pense, qui était le fruit d'une recherche originale. Qu'ils n'avaient pas besoin de faire, il suffisait de repomper. Mais en même temps, la visibilité, je veux dire, elle est tellement digérée par le journalisme culturel. Quand on a fait un truc sur les excentriques, c'était quoi, 3 mois après, Beaux-Arts, un truc comme ça, fait un truc sur les excentriques dans l'art. Quand on a amené la question du naturalisme, le mot était partout après. Quand on parlait des films de salauds, des machins, après, c'est les expressions qui sont rentrées dans le journalisme culturel, précisément. Et vous ouvriez votre journal et vous avez des gens qui disaient « Oh, film de salaud », comme si c'était un truc qui tournait du ciel. Non, il ne tombait pas du ciel, on en avait déjà parlé avant dans les cahiers. Donc souterrainement, je pense que les cahiers ont été quand même très visibles pendant 10 ans, parce que quand vous regardez finalement ce qui agite les uns les autres, dans cette sphère-là ou dans la critique, ça, on lit concrètement des gens qui ont lu les cahiers, clairement. Mais par contre, évidemment, ça leur arracherait, ça serait compliqué pour eux de dire simplement qu'ils ont digéré plus ou moins bien les choses qu'ils ont vues ailleurs. Mais c'est vrai que c'est écœurant quand on voit le truc des Arocs, qui est pathétique à plein d'égards, mais en plus de ne même pas avoir l'élégance minimale de citer, de dire que voilà, tout ce dont ils vont parler, ils l'ont lu dans les cahiers l'année dernière.
même s'ils ne le disent pas comme ça, mais au moins le suggérer un minimum, bon, ça en dit long. Mais pareil, quand on a fait le Gauthier Cité numéro d'avril 2013, le jeune cinéaste français n'est pas mort, et ben voilà, ce truc-là, c'est resté fort. Le mois suivant, c'était Cannes, il y avait un long article dans Le Monde sur les mêmes cinéastes, qui je crois, lui, pour le coup, avait l'aisance de rappeler d'où ça venait, tout ça. Donc c'est de la visibilité, ça ne se chiffre pas qu'en passage dans Masque et la plume, où évidemment on ne nous a jamais invités, et évidemment on n'ira jamais dans ce machin de Guillaume Pécho, là. Mais c'est pas que des affichages en kiosque, c'est pas que des présences dans les émissions de télé, pareil, je veux dire, le truc de Canal+, le cercle là, invité par téléphone, il m'a laissé un message, est-ce que vous voulez pas venir au cercle? C'est avec Frédéric Becbédé, mais je ne vais pas aller dans les mêmes 5 mètres carrés que ce mec-là. On n'a pas envie non plus d'aller, alors que c'est pas compliqué, hein. On le faisait, on avait une tribune dans le cercle, et on pouvait parler, voilà, ça aurait peut-être duré 5 minutes, mais on aurait très bien pu avoir ce type de visibilité. Et ce que dit Jean-Sébastien, après ça arrivait sur d'autres trucs à la radio, etc. Et donc voilà, donc la visibilité, c'est pas uniquement être visible, mais c'est aussi être présent. Et je pense que ce qu'on a dans ces dernières années, qu'on ait eu tort ou raison sur les trucs qu'on a amenés, peu importe, en tout cas, c'est des trucs qui sont restés et qu'on lit les traces ici ou là assez facilement. Mais justement, pour reprendre les mots cités, ça vous donne pas envie d'être encore plus radical? Les gens qui décrètent la radicalité, en général, c'est mauvais signe. Et voilà quoi. Oui, c'est vrai. Enfin, surtout qu'en plus, il y a une tendance. Laura parlait du côté cool et pop et tout, mais il y a aussi tout dont on s'est moqué à raison, tout ce que le radical chic, ce que j'appelle le radicool, quoi, le côté j'adore Beyoncé et en même temps Bellatar, c'est natif. C'est vraiment ce truc-là aussi qui a pourri la critique de cinéma pendant 10 ans, qui était infernal, et bon, je me rendais dingue. Et les gens, voilà, il y a aussi et ça c'est beaucoup sur Internet, je pense, et c'est aussi lié aux réseaux sociaux, machin, voilà, ces trucs-là aussi, où ça crée un type de parole, où c'est un peu à celui qui est plus radical que son voisin, et je trouve ça, enfin je regarde ça d'un peu loin, mais je me méfie beaucoup de ça. Comme dit Jean-Sébastien, on ne s'est pas dit, en conseil de rédaction, bon tiens, qu'est-ce qu'on va faire comme numéro radical? Qu'est-ce qu'on va faire comme radicalité? Encore une fois, c'est une affaire de passion et d'idées auxquelles on croit, de toute évidence, qui nous réunissent aussi parce qu'on a la même sensibilité et que c'est les idées qui nous parlent et qu'on essaye de mettre en œuvre, mais sans les habiller ou les déguiser ou les faire précéder d'un avertissement de radicalité. Enfin, ça, je trouve que c'est la pire des choses. Une dernière question. Oui. Mais juste, on va... Malheureusement, il ne reste pas beaucoup de temps, mais moi j'avais personnellement une question. Non, mais par rapport à ce que tout à l'heure tu disais sur le cinéma français qui est gentiment de gauche et pas toujours très engagé, moi ce qui m'aura beaucoup marqué, c'est les éditos des cahiers du cinéma depuis quelques années et qui ont été de plus en plus, je trouve, importants, même pas seulement dans le champ de l'univers du cinéma. Et est-ce que ça a été toujours quelque chose qui te paraissait important et évident de mêler des idées politiques pas forcément liées au cinéma, ou est-ce que c'est le vide aussi d'autres journaux qui auraient pu prendre cette place? Et l'édito sur les Gilets jaunes, je pense que c'est un des plus beaux textes qui a été écrit là-dessus, et c'était dans une revue de cinéma, donc je ne sais pas si tu peux nous parler de ça un petit peu. Bah oui, le vide, le vide criant de la presse m'a poussé en tout cas à écrire cet édito, et très très vite, j'ai écrit vraiment très vite, en quelques heures, cet édito, mais vraiment contre la presse, contre Libé, contre tous ces gens qui n'avaient rien vu, qui ne comprenaient rien de ce qui se passait. Mais on fait attention aussi, on est au cahier du cinéma, donc on fait toujours attention à partir des images, et notre cœur c'est le cinéma. Et à partir de là, on analyse les images, on les critique. Et donc, cet édito, il partait de la médiatisation des Gilets jaunes. Et à partir de là, je parlais effectivement du mouvement lui-même. Donc, c'était un texte à double fond, où je perçais le plafond aussi des cahiers pour sortir ailleurs et effectivement rentrer plus dans la presse en général, puisque je pense qu'il n'y a plus beaucoup de presse aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes, comme je disais tout à l'heure, qui tendent le micro, et qui ont peur de prendre position, qui ont même l'impression que ce n'est pas leur rôle. Quand moi je fais un entretien l'autre jour et que le journaliste me dit, je lui dis, mais quand même, vous ne trouvez pas ça scandaleux, ce qui nous arrive, et que lui me répond, ah bah vous savez, j'ai un devoir de neutralité. C'est quand même extraordinaire.
Et c'était un jeune journaliste, donc je me suis retrouvé à faire une espèce de défense de ce que je pensais être le journalisme, la critique, et à lui poser des questions sur mais comment il en arrive là, mais à quelle école de journalisme il a pu faire pour penser des choses pareilles. Et donc, voilà, je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Peut-être on va en parler un petit peu dans le prochain numéro d'ailleurs, sur le journalisme, sur ce qui est devenu le journalisme. Et donc, nous, on se retrouve à prendre la place, effectivement, d'autres médias, parce que ces journalistes ne voient rien. Ces journalistes aussi sont souvent parisiens, sortent des mêmes cercles, des mêmes salons, des mêmes écoles. Et donc, quand tout d'un coup, des rebelles hirsutes comme les Gilets jaunes débarquent, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ces voyous, quoi? Ils ne comprennent pas immédiatement, même ils voient l'image, si on reste sur les images, ils voient l'image et ça les horrifie. Cette violence verbale, ces slogans sur le corps, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et le parisianisme, ça c'est quelque chose de terrible. Là, on est encore à Paris, je ne sais pas si on sera tous à Paris dans quelques temps, mais le parisianisme salonnard et salopard, il faut vraiment le dire, c'est ça qui tue la presse. C'est ces gens qui sont entre eux et qui sortent jamais, qui vont pas voir ce qui se passe en province pour les journalistes politiques, ou soi-disant sociaux, etc. Qui vont évidemment cohabiter avec d'autres cercles. Les cercles médiatiques cohabitent avec les cercles politiques, on le sait bien. C'est des gens qui se retrouvent. Ça s'appelle le cercle, par exemple, l'émission. Voilà, c'est que des cercles qui s'appellent les uns avec les autres. Et au bout du compte, c'est exsangue et étouffant et sans idée, sans imagination. Mais pas seulement. C'est aussi méchant et ça a peur. Ces milieux ont peur. Ont peur juste pour leurs intérêts. Donc ce qui arrive aux Gilets jaunes, bah oui, c'est ce qui nous arrive à nous, c'est ce qui arrive à d'autres, ce qui arrive peut-être à la clé, ce qui arrive à plein de gens qui ont des idées, d'imagination et qui font peur à des gens installés et qui veulent juste du conformisme. C'est tout simple, ils veulent de l'ordre, point. Et d'ailleurs, les gens qui nous achètent, là, c'est des gens qui ont tous 60 ans et plus et qui rêvent, pour certains, des cahiers du cinéma d'il y a 30 ans. Donc c'est pour ça que ce qui arrive, c'est une réaction. Ça va être réactionnaire, ça va être de la restauration. Et ils en veulent aux jeunes. Et ils en veulent à vous, ils en veulent à nous, ils en veulent aux plus jeunes de leur vie. C'est évident, parce qu'ils veulent réinstaller les gens de leur âge ou un petit peu plus jeunes. Enfin, c'est les boomers, quoi, qui ne lâcheront jamais. Jusqu'à 75 ans, 80, ils ne lâcheront jamais le pouvoir. Il faut vraiment leur arracher. Et nous, là, on part, donc on n'arrache pas le pouvoir, mais on fera autre chose ailleurs. Donc on recréera des espaces de création. Mais eux, c'est vraiment incroyable, et c'est la première génération qui a tout eu, quoi, qui a eu la richesse, qui a pu monter comme elle voulait, et puis qui ne lâche pas les brides, et qui laisse mourir les jeunes pousses. Parce que l'énergie, moi j'en ai encore un peu, mais je veux dire, l'énergie, on l'a surtout à 25 ans, 30 ans, c'est évident. Et c'est là qu'on peut changer des choses. Et en défendant le cinéma d'auteur français, on défend des gens le cinéma du milieu, on défend des gens de 40 ans, 50 ans, on va défendre le Benoît Jacot, le Assayas, le machin. Alors les plus jeunes, quand elles sont bien vues, comme Rebecca Zlotowski, Céline Sciamma, là peut-être parce qu'il faut bien un peu des filles aussi, donc ça on va les défendre un petit peu, ça fait bien. Mais les jeunes derrière, les jeunes qui sont vraiment, qui ont des idées, qui veulent faire des choses, ils ont intérêt à s'accrocher pour traverser ces commissions, parce que ces mêmes gens sont dans les commissions et verrouillent partout. C'est le malheur du cinéma, il faut de l'argent pour faire des films. Alors, mais comme l'a dit très bien Laura, c'est ce que les cahiers aussi ont dit beaucoup pendant toutes ces années, c'est qu'il n'y avait pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour faire des films et qu'il ne faut pas attendre l'aval de tous ces gens. Et de la même manière que nous, on a fait un magazine comme un fanzine sans argent, on peut faire ça ailleurs aussi. Pas besoin d'argent pour faire un magazine, pour faire un site internet, il n'y a pas besoin d'énormément d'argent. Donc il ne faut pas attendre l'argent non plus. C'était beaucoup un message qu'on a fait passer pendant toutes ces années dans les cahiers, c'est qu'il faut prendre les choses en main, puisque ces gens-là ne lâcheront jamais. Il faut vraiment avoir conscience. Bon, peut-être une dernière question. Bon, et ben, de toute façon... C'est une dernière En plus, c'était un peu pour faire en guise de conclusion, c'était est-ce que vous pouviez tous, un peu en tant que passeurs, nous donner des conseils pour qu'est-ce que c'est qu'être critique et comment essayer d'être critique à notre tour. Je ne sais pas trop répondre en fait à cette question, mais en fait il faut, je ne sais pas trop quoi dire en fait.
C'est difficile parce que c'est tellement personnel en fait, d'écrire, enfin, de faire une critique, en fait, d'écrire une critique. Il faut déjà trouver son... C'est même pas son style en fait, je sais même pas si on a un style, enfin peut-être on a un style, j'en sais rien, mais... c'est difficile comme question en fait d'y répondre. C'est tellement singulier, tellement personnel à chacun en fait qu'il n'y a pas de règle. Moi j'aurais aucune règle à vous donner. Juste une fois on m'a donné un conseil, on m'a dit, un ancien critique d'écrit d'ailleurs m'avait dit, moi quand je vois un film, j'essaie de savoir où ça coince. Et j'aimais bien l'expression en fait, c'était assez abstrait, et il m'en a pas dit plus. Mais voilà, je trouvais que l'expression où ça coince, ça voulait dire aussi essayer de trouver le secret du film. Essayer de trouver ce qu'il y a de secret, ce qui meut le film profondément. Moi, c'est ce que j'essaie de chercher. Alors après, on n'y arrive pas toujours, hein, c'est pas une source exacte, c'est compliqué. Mais là, je peux parler qu'à titre personnel, enfin, c'est ce que vous demandez, de toute façon, je crois, une réponse personnelle de chacun. Voilà, donc c'est pas tout à fait une réponse qui est personnelle, parce que de fait, elle vient de quelqu'un d'autre. Mais voilà, j'aimais bien l'expression, enfin en tout cas, moi, ça m'avait parlé, et ça m'a servi, en fait, quand j'avais du mal à écrire sur des films, et à trouver des choses à dire, des choses voilà, qui soient habitées, parce qu'on peut écrire, hein, mais on peut écrire des mots qui veulent rien dire en fait, ou qui sont pas spécialement intéressants, hein. On peut écrire, mais arriver à trouver vraiment voilà, le modus operandi d'un film, ou ce qui est caché à notre regard, et donc voilà, là où ça coince, moi c'est ce que j'ai trouvé de... En tout cas c'est ce qui m'a parlé quand j'ai commencé à être critique. Donc, on peut entendre encore une personne. Paola, peut-être, je sais pas, puis c'est 2 générations différentes. Encore une fois, ça ne va pas être personnel, mais bon, c'est un conseil, donc c'est de la transmission de conseils. Et c'est vraiment pas personnel parce que ça vient encore de Danais, mais voilà, je relis Danais en ce moment. Et il dit quelque chose que j'aime bien, il dit un peu comme un gag, tout ça, mon travail de critique, il s'est toujours demandé ce que serait un film s'il n'était pas un film. Et essayer de savoir, est-ce que ça serait un procès-verbal, est-ce que ça serait une personne, est-ce que ça serait, je sais pas, une chanson, et de réfléchir comme ça, je pense que c'est déjà approcher le film, c'est déjà un travail critique, et c'est déjà un regard critique sur le film, et j'essaye de me l'appliquer à moi-même quand je vois un film, et donc voilà, un conseil. Donc un titre personnel aussi, Jean-Sébastien, je pense que c'est vraiment l'histoire de... je partirais de là justement, c'est vraiment, même si on a beaucoup parlé des lecteurs, du monde, de tout ça, c'est un moment, il y a un côté où on est un peu soi avec ce qu'on a vu, et c'est juste essayer d'aller repêcher le plus précisément et profondément possible le choc des rapports quoi, entre moi et le film. Donc en fait, je ne veux pas dire que je m'oublie pour aller dans le film, ni que voilà, c'est vraiment essayer de voir ce que ça a produit, de mettre des mots dessus, et souvent un mot en appelle un autre, et voilà, et finalement il y a un rapport qui se fait à travers le texte en fait, qui commence à dessiner quelque chose qu'on n'aurait pas forcément appris si on n'avait pas écrit soi-même ce texte. Moi je fais partie des gens qui ont beaucoup de mal à taper pour des fois, mais à me dire ah j'ai vu ce film, je vais écrire sur ça, c'est bon, je sais, j'aime le texte des autres. Souvent c'est vraiment j'ai aimé ce film et je vais voir ce qui se passe, et du coup c'est pas militant, mais il a compris, on en avait parlé. Et parce que du coup parfois pour l'attribution des textes c'était pas évident parce qu'ils ne savaient pas ce que j'allais dire, donc c'était compliqué. Et en fait voilà, donc c'est un jeu de spectateur, d'écoute du film, d'écoute de ses émotions et de ses idées aussi. C'est pas que des émotions, c'est un mélange étroit des deux. Et puis après voilà, c'est l'écriture, et chacun fait différemment. Un dernier conseil? Je ne sais pas si c'est un conseil ou c'est une considération plus vaste, mais disons, après c'est plus une sorte de bilan personnel, alors c'est encore une fois très personnel, mais au bout de 10 ans de critique, disons que comme on vit dans un monde de plus en plus anxiogène, inquiétant, etc.,
ça a quand même, je dis, quand même une chance incroyable de, pendant 10 ans, faire un métier qui nous a aidés de manière à la fois égoïste et altruiste, mais à nous construire notre propre espace intellectuel, culturel, esthétique, etc. pour, à la fois comme on peut dire, à la fois pour se protéger du monde, mais aussi pour accueillir, accueillir d'autres regards, d'autres pensées. Et en tout cas, de manière très personnelle, peut-être même égoïste, en tout cas, ça m'a fortement aidé évidemment à. Enfin, j'aurais fait autre chose, j'aurais trouvé d'autres moyens, mais je veux dire, c'est à penser cette époque qui est quand même assez dramatique. Enfin, voilà, et je ne vais pas faire de pathos, je sais pas, mais j'ai l'impression quand même d'arriver à construire, et même, c'est quand même dans les critiques négatives, de toujours dialectique, qu'une critique négative, c'est quelque chose qui permet de dire aussi ce à quoi on croit, ce qui nous importe, ce qu'on veut voir, etc. Et qu'on peut retourner une forme d'adversité, construire un espace esthétique, intellectuel, philosophique, tout ce que vous voulez, qui peut nous aider à la fois à nous protéger de l'adversité du monde et puis à proposer autre chose ailleurs, une opposition à ça. C'est un peu grandiloquent ce que je dis, mais voilà. Encore plus grandiloquence. Je trouve que parfois, justement, tu parles beaucoup de peut-être se protéger, c'est un espace particulier de cinéma qui est comme ça. Mais j'ai l'impression que parfois aussi, en faisant ce travail de regard et en étant plus près de ce qu'on peut croire, et donc, on rejoint le monde aussi, et c'est aussi protéger le monde aussi, j'ai l'impression, de tous ces affronts, et de pouvoir avoir un dialogue avec une œuvre qui va quelque part rejoindre, toucher un endroit du monde qui nous importe. C'est pour ça qu'on a parfois des coups de gueule ou des coups d'amour puissants pour le film, parce qu'il y a le monde derrière aussi, pas que le cinéma. En tout cas, merci beaucoup d'être venu et d'avoir parlé comme ça. C'est hyper vite, mais je pense que vous restez tous là pendant la demi-heure et l'entracte et après le film. Donc, on peut vous applaudir très fort.